Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast, créé par la société Télescope, va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont tout un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout, essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Pour ce premier podcast, notre invité s'appelle Guillaume Houbèche. C'est le cofondateur et CEO de la start-up française Lemlist, une plateforme permettant d'envoyer des campagnes d'emailing ultra personnalisées et d'obtenir un taux de réponse extraordinaire. Lancé en 2018, l'outil a remporté un gros succès très rapidement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Karen Rosvog. Bonjour Guillaume. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast. Avec plaisir. C'est notre première invitée, donc t'es un petit peu notre cobaye. Et aussi, merci de nous avoir acceptés dans les locaux de WeWork. Ça vous plaît ? Ouais, c'est cool. Pour une première, c'est cool. Donc déjà, j'aimerais parler un petit peu de ton voyage en Turquie. Donc tu reviens, c'est ça ? Ouais, exactement. C'était un voyage pro ou un voyage perso ? C'était pro. Du coup, on est parti avec toute la team. Comme c'est le Covid, c'était galère d'avoir toute la team vu qu'on en avait qui avaient des cas de Covid, donc qui sont restés chez eux. Mince. Ouais, c'était un petit peu triste pour eux, surtout qu'on était dans un endroit quand même assez sympa avec toute l'équipe. Ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, tu voyages beaucoup. Et si j'ai vu que tu avais fait beaucoup de voyages, notamment un tour du monde, c'est ça, d'1 an, quand Ouais. tes études ? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand j'ai terminé mon diplôme d'ingé. J'ai décidé de partir pendant 1 an. Et le but du voyage, en fait, c'était d'utiliser les réseaux sociaux pour se loger gratuitement chez les gens. C'est ça, tous les soirs ? Ouais, c'est ça. C'est un challenge, c'est vous-même qui vous êtes qui êtes imposé ce challenge ? Ouais, en vrai, on n'avait pas trop d'argent, du coup, on s'est dit, on va faire un truc cool et on va essayer de bénéficier des réseaux sociaux et de leur porter pour trouver des gens pour nous accueillir et vivre une expérience un peu différente de juste aller dans des auberges un peu partout dans le monde. Et ça fonctionne bien ? Ça dépend des pays, peut-être ? Franchement, non, ouais, globalement, on a eu, je crois que sur quasi 1 an, on avait 75% du temps où on a réussi à le faire. Et sinon, donc, vous faites quoi ? Vous allez dans des hôtels ? Ouais, sinon auberge, ouais. C'était très cool, ouais. Et du coup, ils t'apportent quoi ces voyages au final ? Est-ce que vu que t'en as fait quand même beaucoup, j'imagine que t'as dû faire beaucoup de pays. Ouais. T'as dû rencontrer plein de monde, surtout quand tu dois être obligé de dormir chez des gens chaque soir. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien en ce moment ? Bah, je pense que déjà, cette année-là, c'était vraiment une année où on est sorti avec mon meilleur pote de notre zone de confort, tu vois. Ouais. Parce que en fonction des gens, en fait, on s'est aussi rendu compte de la générosité, tu vois, des gens. Et ça, je pense que sur une année, c'était une très grosse leçon de vie. Parce qu'on a été accueillis par des gens qui avaient rien ou des gens qui avaient beaucoup et qui voulaient aussi donner. Et en fait, c'est un truc que je trouve aussi génial dans l'entrepreneuriat, tu vois, d'essayer de toujours rendre à des gens qui se lancent ou passer du temps avec des entrepreneurs qui ont envie d'échanger, brainstormer, etc. C'est toujours très cool. Du coup, tu as dû faire énormément de rencontres. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement ou même avec qui tu es encore en contact à l'heure actuelle ? Alors, dans les gens avec qui on est encore en contact, ouais, on a bossé en fait dans plusieurs endroits. En Bolivie, on était prof d'anglais. Vous bossiez en fait à chaque fois dans chaque pays ? Ça dépend. En gros, d'habitude, le but c'était pas de travailler, mais il y a eu des moments où, genre, quand on s'est posé en Bolivie, on a commencé à vouloir du coup prendre des cours d'espagnol et pour essayer de remonter, parce qu'on allait passer peut-être 6 mois en Amérique du Sud, donc on voulait reprendre notre bon niveau d'espagnol. Et à cet endroit-là, en fait, on a commencé à pas mal échanger avec des profs qui cherchaient des profs d'anglais. Donc du coup, on a fait un échange et ça, c'était très cool. Et des gens avec qui je suis encore en contact. On a bossé aussi au Costa Rica dans une ferme de permaculture. Et là, c'était trop cool aussi. Du coup, tu vois, apprendre des choses simples de la vie, quoi, tu vois, comment tu peux réussir à, planter tes propres légumes, fruits, etc. pour vivre des choses simples. C'était très cool. Pour apprendre en France, mais en fait, il faut voyager pour apprendre ce genre de choses. c'est ça. T'es obligé d'aller à 8000 km. Ouais. Et du coup, t'as un prochain voyage. Déjà, est-ce qu'il y a un voyage que t'aimerais faire ? Ta destination de rêve, par exemple, là maintenant ? Là, comme c'est l'hiver qui arrive, typiquement, je choisirais bien un pays chaud. La destination que j'ai envie de refaire, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, j'aimerais bien me refaire un long trip là-bas. Mais sinon, des destinations que j'ai envie de faire, c'est partir d'Afrique du Sud et remonter jusqu'au Kenya.
Ça, c'est un truc aussi Ok. dans les pays que j'ai pas fait et que j'ai envie de faire. T'as déjà fait un safari peut-être? Non, jamais. Jamais. Ça peut Jamais. être cool. Ça peut être sympa, ouais. Ok. Et t'en as un sinon de prévu vraiment pour le travail ou la vie personnelle de voyage? Bah, pour l'instant, non. Normalement, en hiver, en fait, nous, on part toujours avec l'équipe un mois au chaud. Donc, genre en janvier, l'année dernière, on était parti à Bali. Cette année, j'avais envie de partir à Rio ou quelque part ailleurs au Brésil, mais avec une bonne connexion Internet. Ouais. Je sais pas trop. Là, les frontières, c'est un petit peu compliqué avec la situation. C'est Mais sûr. bon, dans tous les cas, je pense qu'on essaiera de trouver un endroit cool. Vous partez tous ensemble pour... c'est quoi l'objectif? Vous Bah, en gros, nous, rapprochez? on bosse déjà de base beaucoup en remote, donc télétravail. Et on a des gens dans 4 pays différents maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment de se retrouver pour pouvoir travailler tous ensemble, avoir cet esprit un peu de cohésion de famille. humain, Ouais, ouais. c'est ça. Maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu avec toi d'un sujet différent qui est de ton enfance, si ça t'embête pas. Allez. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Paris, entre, Parisien, ok. je suis un vrai Parisien, ouais, entre, au pied de la butte Montmartre, donc Ok. entre Pigalle et Barbès. Et quelle était la relation avec tes parents ou même avec ta famille en général? Aussi, j'aurais voulu savoir, du coup, est-ce que tes parents, ils ont fait un métier qui se rapproche un peu du tien? Enfin, est-ce qu'ils étaient entrepreneurs ou pas du tout? D'où ça te vient? Ah, c'est marrant. Du coup, alors, relation avec les parents, toujours bonne. J'ai grandi dans un foyer avec beaucoup d'amour, mère italienne, donc c'est la mama, quoi, qui cuisine très bien. Maman, si tu nous écoutes. Et donc, du coup, mon père, lui, donc ma mère, mes parents n'ont pas fait d'études et viennent de familles plutôt, bah, on va dire, paysans, campagne, etc. Et du coup, ils nous ont toujours poussé, moi et mon frère, à faire des l'inverse. études. Ouais, exactement l'inverse. Pour eux, c'était très important que je fasse des sciences, alors qu'en fait, depuis tout petit, moi, j'ai toujours eu un côté business très développé. Ah, depuis tout petit. Ouais, je sais pas d'où ça vient, parce que mon père, lui, il est graphiste, donc plutôt l'aspect Rien à voir. design créatif. Il est très très mauvais en business, dans le sens il est beaucoup trop gentil, il se fait tout le temps avoir, enfin tu vois, c'est vraiment le truc... Tout ce qu'il faut pas. Ouais, quoi. exactement, c'est un petit peu le côté trop créatif, tu vois, trop sympa, avoir envie de tout le temps aider les gens, et en fait au final, voilà, en business ça marche pas tout le temps. Et du coup, ma mère, elle est fonctionnaire aux impôts, du coup, le taf que tout le monde Ouais. déteste. C'est vrai, c'est un peu un cliché. Ça. Non, mais c'est vraiment ça. Du coup, même quand j'étais petit, moi, j'étais persuadé que... Parce que mon père bossait pour plusieurs boîtes différentes. Et ma mère, à chaque fois qu'on lui demandait son travail, elle donnait jamais le vrai nom de son métier. Ah mince. Et moi, j'étais persuadé, en fait, que mes parents, ils étaient agents secrets quand j'étais petit. Ah, Parce que personne, ils donnaient jamais vraiment leur métier, tu vois. Et même moi, je le savais pas, je comprenais pas bien ce qu'ils faisaient. Et du coup, j'étais persuadé de ça et tout. Et en fait, après, j'ai compris que quand ma mère, elle dit qu'elle bosse aux impôts, en fait, tout le monde lui parle de sa déclaration et de comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser des trucs, alors qu'elle, Ouais. tu vois, genre, bah, elle s'en fout, tu vois, et elle a pas envie de taffer le week-end ou autre. Donc, du coup, ouais, d'où ça me vient, ce côté entrepreneur, franchement, c'est assez difficile. J'avais mon meilleur ami, ses parents avec qui je passais beaucoup de temps, ils m'amenaient en vacances et autres, donc on bougeait pas mal. Eux étaient beaucoup plus avec ce côté business. Ah, c'est peut-être ça. Et du coup, je sais que c'était un truc que je regardais avec admiration et que j'aimais beaucoup sur... je t'ai dit, je vais faire ça plus tard. Ouais, je savais que j'avais envie de faire du business, mais après, pour mes parents, c'était plus logique que je fasse des sciences. Donc, c'est pour ça que tes j'ai parents qui fait... t'ont poussé en fait. Ouais, parce qu'en fait, ils se disaient qu'avec un bac scientifique, tu pourrais faire ce que tu voulais, etc. Donc au final, je me suis retrouvé ingé et après, du coup, j'ai décidé de faire un diplôme de commerce à HEC, Ok. finalement, après avoir fait toutes ces études scientifiques. Voilà. Ouais, ce serait une question qui viendra juste après, justement. Et du coup, tu avais des loisirs ou des passions étant petit? Ouais, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fait un peu plus de 15 ans de basket en compétition. Donc, Ok. ouais, pas Ça mal doit de sport. apprendre, ça doit forger, ça te faire 15 ans d'un même sport. Ouais, grave. Enfin, c'est cool pour tout ce qui est... Enfin, les sports collectifs, de toute façon, que ce soit le basket ou le volley, que j'ai pas mal pratiqué, bah, c'est toujours sympa, en fait, d'avoir une équipe, d'être avec des gens qui sont différents de toi, mais avec qui tu dois aller Ça vers... apprend à coopérer, collaborer. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais retenir de ton enfance, de ton éducation, les valeurs qui aujourd'hui sont importantes pour toi? Alors, je pense, honnêtement, la générosité, c'est super important pour moi. Je pense que c'est... Enfin, dans le business, tu vois, même si je te disais que mon père, au final, il a eu plein de fois où il s'est un petit peu fait niquer, on va dire. Je pense, en fait, lui-même ne le regrette jamais, tu vois. Parce que ce qui est important, c'est de donner.
Je pense qu'il y a un karma. Enfin, je suis très connecté au karma business. Je pense que si, à partir du moment où tu fais des choses qui te plaisent et que tu donnes un maximum aux autres, il y aura forcément des choses positives qui vont retomber, tu vois. Donc ça, c'est important. Après, dans les autres valeurs, tu vois, c'est le respect de tout le monde, quoi. Tu vois, peu importe qui t'es ou ce que tu deviens, respecte les gens que tu côtoies au jour le jour, que ce soit la personne qui fait le ménage ou le mec qui a vendu sa boîte 200 millions. Au final, on reste tous des êtres humains et c'est important. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et ça, tu l'appliques du coup dans ton travail, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, si là maintenant, je vais te demander, c'est un peu une question d'entretien, ça, mais comment tu décrirais ta personnalité en quelques mots? En quelques mots, je pense que je suis quelqu'un d'assez gentil globalement. J'aime bien m'amuser, donc je suis relativement souriant. Les gens pensent que je rigole tout le temps et que je me fous de leur gueule. Mon grand-père me mettait des sacrés gifles quand j'étais petit, parce que même quand je me faisais engueuler, en fait, je rigolais. Et ça, c'est très difficile. Mais je pense que je sais pas, je pense que le sourire, ça apporte beaucoup et c'est important de faire des choses qu'on aime tout en s'amusant, mais en restant aussi sérieux dans ce qu'on fait. Donc je dirais que ça, c'est un petit peu ma description. Donc très souriant, enthousiaste, généreux, respectueux. Voilà, ça va. Ok, je vois. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, du coup, on en a déjà un petit peu, on l'a évoqué, tes études. Donc, tu as fait, il me semblait que tu avais fait des études de biologie, c'est ça? Chimie, ouais. Chimie, Ouais. Ok. Donc, rien à voir, en fait. Non, rien à voir. Ouais, Ça t'aide un petit peu, ce que tu as fait, ou pas du tout? Absolument pas. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec les études d'aujourd'hui. Je pense que si je devais revenir... le Guillaume d'aujourd'hui revenait au Guillaume juste après son bac. Parce qu'en fait, le truc qui s'est passé, c'est que... En fait, au lycée, j'étais très dissipé. J'ai eu plusieurs avertissements de conduite, etc. Mais j'avais des très bonnes notes, donc ça, c'était l'avantage. Ouais. Mais donc, du coup, après le lycée, je suis parti en fac scientifique générale où je faisais de la biologie, de la géologie, de la physique-chimie, truc super cool. Ouais. Et après, je me suis orienté vers de la chimie parce que j'aimais bien, en fait, comprendre comment les choses fonctionnaient. Et la chimie, c'est un petit peu une science qui peut toucher à tout, que ce soit au niveau du corps avec la biochimie, que ce soit des matériaux avec la chimie des matériaux, etc. Ou l'énergie même. Et donc, du coup, je trouvais ça assez intéressant. Donc, intellectuellement parlant, c'était stimulant. Mais après, c'était clairement pas le domaine dans lequel je voulais bosser. Comment tu l'as su, ça? En vrai, je le savais dès le départ parce que très rapidement, en fait, j'avais pas l'argent pour être dans une école de commerce. Et en fait, ma vision, c'était de choper un master ou un diplôme d'ingé et ensuite de faire une école de commerce 1 an pour avoir un petit peu, soi-disant, cette double casquette. Mais en vrai, je savais au fond de moi que la double casquette, en fait, ça serait qu'une simple casquette qui est business, tu vois. Et donc, tu t'es lancé après. Comment ça t'est venu? Je veux être entrepreneur en passant d'études de chimie. Ouais, alors en gros, ça a commencé quand on était... Enfin, en gros, après, donc, j'ai fait un master. Je suis parti en Écosse où c'était un master en recherche, donc truc ultra poussé... sur la synthèse de médicaments, enfin bon, tu vois, un truc vraiment très très précis. Et donc après ça, je suis parti en école d'ingé parce que je me suis dit, ok, j'ai envie d'avoir quand même voir un peu plus de cours de management, etc. Parce qu'en ingé, c'est un petit peu moins technique qu'à la fac et c'est plus, tu vois, transverse. Et donc du coup, on avait en dernière année un module d'entrepreneuriat et on devait lancer un projet en fait. Et en fait, pendant 6 mois, tu bosses sur ton business plan, etc. Et à la fin, tu pitches devant des business angels qui sont prêts ou non à mettre de l'argent. Investir, Et du coup, nous, on avait été le meilleur projet et on avait eu des BA qui voulaient mettre de l'argent dessus. C'était un projet de capteur, etc. Sauf qu'en fait, les personnes avec qui j'étais ne voulaient pas du tout se lancer. C'était beaucoup plus... Ouais, c'est dommage. Et la structure qu'on avait, en fait, elle nous forçait, entre guillemets, à avoir un stage de prévu pour après. Donc, en fait, c'était un petit peu bizarre. Au final, personne ne pouvait vraiment se lancer. Donc, on a dit qu'on allait oublier ce projet. Mais au fond de moi... je savais que j'avais envie de me lancer. Toi, tu voulais continuer par contre. Ouais, c'est ça. Et donc après, je suis parti 1 an en voyage. Et en rentrant, j'ai commencé à réfléchir à d'autres idées de business du coup. J'ai une question un peu précise. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'organisé, qui s'impose des règles, un cadre bien précis? Ou est-ce qu'au contraire, tu es très flexible et c'est un peu au jour le jour, on verra bien ce qui nous arrive? Je suis assez maniaque sur certains trucs. Chez moi, c'est très organisé, très bien rangé. Mais j'ai des phases en fait. J'ai des phases où j'ai besoin que ça soit le gros bordel autour de moi. C'est marrant, ça, pourquoi? C'est mes phases, quand j'ai des phases plus créatives, j'ai besoin que ça soit bordélique.
Et c'est là où je tire plein d'idées. Et après, j'ai des phases où quand je dois exécuter, où tout est ultra carré et ça doit être... Ah, c'est marrant ça. Ouais. C'est des personnalités un petit peu. Je suis Gémeaux, c'est pour ça, je pense. Ah, d'accord. C'est mes troubles de Je la comprends. personnalité bipolaire, tu sais. Les clichés en fait qui sont très vrais. Ouais, c'est ça. Ok. Là maintenant, si tu devais me dire quelle est ta plus grande victoire pour toi, si tu prends un petit peu de recul sur ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Voilà, c'est question Grande question. très profonde, ça. Honnêtement, je pense que le plus grand moment, c'est pas forcément... Enfin, pour moi, ça a été quand, avec Vianney et François, du coup, mes 2 associés, on est arrivé au point où on arrivait à se verser un salaire, en fait. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que de rien, enfin, on était parti de rien et qu'on arrivait à être financièrement libre avec juste nos idées et ce qu'on avait réussi à faire, en fait, de nos propres mains. Bon, même si c'est très digital, tu vois, j'ai quand même ce feeling que c'est un truc qu'on a accompli par nous-mêmes. Et à ce moment-là, en fait, ça m'a donné une perspective totalement différente sur le monde actuel. Et je me suis dit, en fait, ouais, lancer des business, c'est... Enfin, quand tu arrives à ce stade où tu as ta liberté, tu es indépendant et tu es vraiment libre de faire ce que tu veux et ce qui te plaît, c'est juste génial, en fait. Et en fait, ça m'a donné envie d'insuffler, en fait, cette passion de l'entrepreneuriat à tous les gens qui ont envie de se lancer, en fait. Et justement, ma prochaine question, c'est comment s'est lancé l'Emlist. Donc, c'est parfait comme transition. Alors en gros, du coup, à HEC, en fait, j'avais lancé dans un premier temps un business de t-shirt avec mon père. C'était un gros fail. Bref, compliqué de travailler en famille, tout ça. Mais après, j'avais rencontré donc, un camarade de classe qui bossait sur du B2B, donc business to business, sur tout l'aspect lead generation. Donc en fait, il lançait un service qui permettait aux boîtes de trouver leurs clients. Et donc, c'était faire de la prospection pour des boîtes, en fait. Mais on vendait le côté un petit peu plus digital, machine learning. Bon, tout ça, c'était un peu bullshit. Mais à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Et en gros, on est arrivé dans l'incubateur de HEC à Station F. Et là-bas, en fait, avec mon associé, en fait, lui, ça se passait pas forcément ultra bien. Nos visions, elles divergeaient un petit peu. Moi, je rentrais pas mal de cash avec l'agence. Et lui, du coup, il était un petit peu dans une phase de questionnement sur sa vie, etc. Et il avait une vision qui était beaucoup plus de déléguer toute la partie business, alors que moi, je trouvais qu'on était encore trop jeune, tu vois, pour penser forcément à ça, et que c'était mieux qu'on soit dans l'exécution, à réussir tous les deux, tu vois, à aller closer des clients et à se battre, parce qu'au final, on était une agence, tu vois. Et en fait, petit à petit, j'ai vu que nos visions divergeaient, et comme c'était quelqu'un avec qui je m'entendais relativement bien, je lui ai dit que de mon côté, j'allais revendre mes parts, enfin, tu vois, au prix vraiment, genre... En fait, j'ai pas du tout fait d'argent avec ça, parce que j'ai rentré beaucoup plus d'argent que je suis sorti avec mes parts, mais c'était pas grave, parce que comme c'était un pote et que j'avais appris beaucoup de choses, moi, ça me suffisait, tu vois. Passé, Et surtout qu'en fait, là-bas, à Station F, j'avais rencontré Vianney et François, donc 2 génies de la tech, plus âgés, tu vois. Moi, à l'époque, j'avais peut-être... quel âge j'avais 26 ans. Et eux, ils avaient la quarantaine, tu vois. Donc 2 frères très très bons en tech. Et eux, ils avaient une boîte avec un mec qui bossait en biz guy, mais qui allait finalement quitter la boîte parce que ils n'arrivaient pas à se payer, ça décollait pas, etc. Et donc du coup, on a commencé à parler. Enfin, à la base, je les ai aidés gratuitement, tu vois. J'ai passé une après-midi à leur refaire leur strat d'acquisition sur ce qu'il fallait tester, tout ça, enfin tout ce qu'ils pouvaient lancer. Et en fait, à ce moment-là, on s'est vachement bien entendu. On a commencé à bosser sur des petits projets pour la communauté. Donc, on avait tous les deux ce sens de OK, Station F, c'est trop cool, c'est énorme, il y a plein de startups, mais personne ne se rencontre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à se rencontrer, tu vois? Donc, moi, je m'occupais de toute la partie market, vente de ce produit un peu communautaire où, en gros, c'était un énorme annuaire de Station F avec des filtres par catégorie. Comme ça, tu pouvais rencontrer les gens dans le même secteur que toi et échanger, faire du cross-sell, etc. Et donc du coup en fait on a vu ça, on a bossé ensemble, on s'est bien entendu et au bout d'un moment ils m'ont dit notre CEO part, on est chaud pour lancer un nouveau projet, est-ce qu'on se pose et on commence à brainstormer, tu vois. Et là je leur ai dit les gars, moi en vrai j'ai fait beaucoup d'acquisitions en lead gen, je connais tous les outils du marché et pour moi il manque quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que les plateformes aujourd'hui qui te permettent de faire de la prospection, elles sont pas du tout assez humaines. On te vend de l'ultra-automatisation et que tes sales, en gros, ils vont plus rien faire. Sauf qu'en fait, la vente, c'est une question de relation. C'est une question de comment être, réussir à faire en sorte que les gens aient confiance en toi, etc.
Et de ce fait, le message qu'il y avait de ces plateformes était pour moi, tu vois, à l'opposé de ce que la vie d'un sales était, tu vois, au jour le jour. Donc je me suis dit, il y a un gap potentiellement dans le marché. Est-ce que vous êtes chaud? Ils étaient chauds. Et Allez. du coup, en janvier 2018, on s'est lancé. Donc c'est très récent. Ouais. Ça marche super bien au final. Ouais. C'est ce que tu me disais tout à l'heure justement, sans levée de fonds. Ouais, sans levée de fonds, tu vois, on a des milliers de clients essentiellement basés aux États-Unis et on a dépassé les 3 millions d'ARR, donc revenus récurrents annuels. Et croissance à 2 chiffres tous les mois, donc c'est une belle exponentielle. Ça ferait plaisir à mes profs de maths. Et justement, qu'est-ce que tu as ressenti dans le moment? Parce qu'au début, tu peux pas savoir que ça va fonctionner aussi bien. Comment tu te sens? C'est du stress, de l'anxiété? T'es excité? Ouais, en fait, plus on avance et plus je suis excité. Déjà, c'est plein de niveaux différents de business. C'est-à-dire qu'on a gardé l'équipe très petite pendant longtemps parce qu'à la base, on voulait pas recruter. En fait, on était plus dans on fait un business où on est bien, on aime ce qu'on fait, ça grossira à la vitesse que ça grossit. Sauf qu'en fait, quand ça commence à grossir très vite, tu vois, au début, quand tu grossis, je sais pas, à 20% de croissance tous les mois, bah, tu vois, tu as 1000 euros, tu passes à 1200 euros, de 1200, tu passes à 1440. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs énormes. Sauf qu'en fait, quand tu arrives à 100 000 euros, tu grossis de 20%, tu fais 120K, tu vois. Donc, et là, ça va beaucoup plus vite. Et donc, c'était un petit peu stressant cette partie scaling. On a dû recruter assez vite au final pour essayer de combler tout en gardant, tu vois, la même qualité de service, etc. Mais après, on a eu l'avantage d'avoir un produit qui est très self-service. Donc, les gens, en fait, arrivent, font leur essai gratuit de 14 jours et payent sans qu'on ait forcément besoin d'avoir un contact avec eux. Il y en a, évidemment, sur les plus gros clients, donc c'est différent, mais une grosse partie est en self-service. Et donc, du coup, pour nous, l'avantage, c'était que c'est très scalable et qu'on a pu, en gardant, tu vois, une équipe petite, parce qu'aujourd'hui, on est 20, enfin une vingtaine, bah, tu vois, on arrive à gérer des milliers de clients partout dans le monde sans trop de soucis, quoi. Ouais. Tu as eu de l'espoir assez rapidement finalement sur ce projet. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, au début, en gros, je crois que c'était 3-4 mois après avoir... En fait, on a lancé très rapidement sur Product Hunt. Donc, c'est une plateforme qui permet de mettre ton produit en avant à des centaines de milliers de personnes qui visitent le site tous les jours. Et les gens doivent voter pour le meilleur produit. Okay. Et en fait, nous, on avait juste un produit qui était dégueulasse, qui marchait pas, mais on l'a lancé dessus. Et en gros, on est arrivé premier product de la journée. Et donc, ça nous a ramené plein de trafic. Et là, on a vu qu'il y avait quelque chose. Donc, en fait, très, très rapidement, là, même si ouais, c'est ça, on se disait, bon, il y a un truc, tu vois. Après, les gens restaient pas du tout sur le produit. Donc, on s'est dit, bon, il faut quand même peut-être améliorer quelque chose. Et en fait, on avait prévu une opération de partenariat avec une boîte aux États-Unis qui, eux, vendaient notre logiciel. Ils vendaient des licences à vie, alors que normalement, on les vend de façon mensuelle. Et en gros, cette opération devait durer que 2 semaines. Enfin, a duré que 2 semaines. Et donc, du coup, en 2 semaines, on s'est fait 160 000 $ sur notre lancement. Et là, on a vu qu'il y avait une hype autour du produit et que les gens aimaient vraiment bien. Nous, ça nous a permis d'avoir plein de feedback parce qu'on a eu en gros en 2 semaines des milliers d'utilisateurs. Et ces utilisateurs nous ont donné plein de feedback. Ça nous a fait de l'argent aussi au départ. Et on s'est dit, bah ok, tu vois, on a une bonne base pour construire. Et ça a commencé. Et quand j'ai vu tous ces utilisateurs, je me suis dit, ok, faut qu'on crée un moyen de communication différent avec eux parce que nous, on est une plateforme qui est vachement... on essaye d'éduquer à fond, tu vois, nos utilisateurs, notamment sur comment construire des relations, comment est-ce qu'il faut faire de la prospection, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas parler de son produit, service directement, mais plus s'intéresser à l'autre, etc. Et donc, je me suis dit, bah ok, on va prendre une plateforme que tout le monde utilise, Facebook, et on va lancer la communauté, tu vois. Et très rapidement, en fait, dans la communauté, je pense que c'est là où j'ai eu le déclic et que j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire parce que ça me permettait, en fait, de communiquer avec des utilisateurs en groupe et de savoir ce qu'ils pensaient, quels étaient les pains qu'ils avaient, tu vois, quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient, etc. Et donc, du coup, créer un peu ce sens de famille. Et c'est comme ça qu'on a créé la communauté. Et là, je me suis dit, OK, on a un truc maintenant, il faut pousser et apporter un maximum de valeur. Et tu t'es vu tout de suite avoir la responsabilité, enfin, c'est toi qui as décidé d'être CEO de Lemlist? Bah en fait, ouais, c'était assez, ça se fait assez naturellement évident, parce que les deux mes deux associés, Yann et François, étaient vraiment tech et ils n'avaient pas du tout envie de faire le job business. Dépit, ça t'allait ouais, très c'est bien. ça. Ouais, déjà ça m'allait très bien parce qu'en plus c'était lié à mes compétences, tu vois. Je suis pas développeur, donc c'était assez logique que je m'occupe de cette partie. Et après, après ça s'est fait naturellement. Ok. Ouais. Et pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être entrepreneur mais CEO justement?
Alors, je pense que les qualités, elles évoluent un petit peu avec le stade de ton business et j'apprends tous les jours. Je pense que dans tous les cas, je pense qu'il faut savoir reconnaître ses erreurs. C'est pas forcément une qualité unique au CEO, mais je pense que c'est bien de reconnaître ses erreurs. Moi, tu vois, je suis pas, enfin, je suis jeune, hein, j'ai genre 29 ans. Je sais très bien que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je sais que je fais des erreurs en management. Je sais que je fais des erreurs sur plein d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours un dialogue ouvert et savoir prendre le feedback, tu vois. Genre récemment, j'ai mis un petit coup de pression aux équipes sur un truc et j'ai pas réagi de façon très intelligente. J'aurais dû faire ça, tu vois, beaucoup plus à part avec chaque personne et faire du feedback plus précis. Et au final, tu vois, on me l'a remonté et j'étais tout à fait d'accord, quoi. Genre, j'ai eu un coup de chaud, c'était pas bien et je sais qu'il faudra plus que je le refasse et je le referai plus, tu vois. Mais c'est important, je pense, de toujours avoir ce côté d'amélioration continue et de se remettre en question aussi, c'est important. Après, je pense qu'il faut savoir avoir une certaine... moi, j'aime bien, en fait, mais après, c'est ma vision parce que plein de gens diront le contraire, mais j'aime bien les CEO qui sont quand même très opérationnels. Donc moi je reste toujours dans l'opérationnel, je continue toujours à faire des choses, que ce soit écrire des articles. On va en parler justement. Ouais. et je pense que c'est important parce que il y a trop de personnes qui sont CEO de leur boîte alors qu'ils sont, je sais pas, 5-6 personnes et qui sont déjà en train de réfléchir à, tu vois, la structure de la boîte et ils ont jamais écrit un article, ils ont jamais utilisé leurs produits, ils sont trop loin du truc en fait. Et en gros pour moi tous nos concurrents c'est un peu ça leur problème, c'est qu'en fait ils sont tellement loin de leur marché qu'en fait ils captent pas, ils ont pas le pouls, tu vois, sur ce qui se fait et ce qui doit se passer et quels sont les problèmes des gens, tu vois. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et après, dernier point, c'est idem, je pense, c'est être ultra proche de ses utilisateurs. Donc ça, c'est... La relation humaine. ouais, relation avec tes clients, quoi. Pour moi, le CEO, si les CEO qui se cachent, en fait, et c'est le cas de, je pense, 99% des boîtes, tu vois, du CAC 40, etc., ou des grosses boîtes, tu vois, c'est des gens en fait qui ont plus de. Enfin, tu vois, ils sont trop, une fois de plus, quoi. Tu vois, ils sont trop loin du marché, ils sont trop loin de tout ça. Et je pense que c'est bien d'avoir une relation proche avec tes utilisateurs, surtout si tu veux grossir vite en fait. Ok. Parce qu'ils te le rendent bien en général. Et tu penses qu'on le devient ou c'est quelque chose qui est inné? N'importe qui peut être CEO. Je pense que oui, en fait. Hein, c'est pas. Pour moi, en gros, c'est une question. Pour moi, c'est une question de motivation au final. C'est quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire quand tu te lances. Enfin, tu vois, c'était pareil. Au départ, quand je me suis lancé, bah, j'étais au RSA, donc j'avais 500 balles par mois. C'était ma copine de l'époque qui payait le loyer. J'avais des potes qui sortaient d'ingé, donc eux, ça faisait genre 2-3 ans qu'ils étaient diplômés, ils gagnaient super bien leur vie. Mes potes d'HEC, c'était pareil. Donc t'es là, toi tu manges des pâtes, tu te fais un resto dans le mois et tu prends pas trop d'alcool, tu vois, parce que voilà, c'est un peu chaud. Bah c'est chiant, tu vois, c'est pas une vie qui te fait kiffer et c'est dur. Mais si t'es ok de passer par là, bah, je pense que n'importe qui peut y arriver. Faut juste y croire. Faut y croire et je pense qu'il faut être avoir une envie d'apprendre en fait. Pour moi, c'est le plus important. Tout s'apprend en fait. Ok, c'est beau. Et justement, j'ai vu que tu prenais ton retrace à cœur. Donc, comme tu as dit, tu écris des articles, de très nombreux articles. Ils sont très, 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 très longs. Ils sont très intéressants. Tu fais des mini-vidéos sur LinkedIn aussi. Vous avez donc une communauté sur Facebook. Ouais. Vous jouez beaucoup sur l'humour, donc vous êtes très, très proche de vos utilisateurs. C'est une volonté pour toi, c'est toi qui as décidé que ce serait comme ça. C'est une volonté de ta part d'être aussi investi. Ouais, en fait, au début, on a commencé, je pense, comme beaucoup de boîtes, tu sais, tu regardes un peu les concurrents, tu regardes ce qu'ils font, tu regardes leur ton. Et tu essayes un peu de t'aligner, tu vois, parce que tu te dis, bon, c'est un marché dans lequel tu vas arriver et tu vas pas pouvoir tout changer tout de suite. Et donc, après quelques mois, en fait, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas du tout la boîte que j'ai envie de faire, quoi. J'ai pas envie de me dire que les gens, je vais devoir les vouvoyer, alors qu'au final, j'ai envie d'être proche d'eux, j'ai envie qu'ils me disent, Guillaume, t'as déconné quand j'ai déconné, et j'ai envie qu'ils me disent, Guillaume, t'as géré quand on a géré, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, ok. J'ai toujours aimé rigoler, j'ai toujours aimé m'amuser, mais toujours en faisant les choses aussi ultra sérieusement quand il fallait être sérieux. Et je pense que les deux peuvent se combiner, tu vois. Et j'adore qu'avec mes clients, en fait, quand on parlait et qu'on pouvait rigoler sur des trucs et parler de sujets ultra sérieux, bah, en fait, je trouvais que ça se passait super bien. Et en fait, je me suis dit, bah, on va faire exactement la même chose avec le ton qu'on utilise. Parce qu'au final, c'est lié aussi à notre personnalité. On est comme ça. C'est transparent, quoi. Et ouais, c'est ça. On est transparent. On est, tu vois, toujours à essayer d'illustrer en fait des problèmes complexes de façon simple. Donc,
quand tu les illustres de façon simple, tu peux les rendre un peu plus marrantes et du coup, forcément, les gens s'en souviennent. Donc aussi, tu vois, toujours cette optique d'éducation et d'apprentissage. En fait, quand tu apprends en t'amusant, c'est tellement plus facile, tu vois. Quand tu étais à l'école et que tu avais des trucs qui étaient assez drôles ou quoi, c'est plus ludique. C'est super ludique, tu vois. Mieux. Et moi, c'est un peu ce que je voulais faire avec l'Emlist. Et donc, en gros, dès le départ, quand on a un peu réalisé ça, franchement, c'est là où ça a peut-être duré, genre, je te dirais, ça devait être 1 mois après, max, tu vois, où on a commencé à se dire, ok, on arrête le truc un peu sérieux et on passe sur notre ton, sur notre façon de parler. Tout le monde t'a suivi. Il n'y a personne qui t'a dit non, ça marchera pas, il faut être sérieux. Ah si, ouais. Si. Mais ça a toujours duré. En fait, j'ai toujours été comme ça dans ma personnalité. Tu vois, je bossais chez Hermès pendant un temps. Et en gros, moi, j'ai toujours mis des emojis dans mes emails. J'ai vu. Et il y a plein de gens qui me disent, mais attends, les emojis, c'est un truc de gamin. On dirait genre un kikou lol, je sais pas quoi, baby et tout. Et dans ma tête, j'étais là, ok, mais moi, je sais pas, quand je souris vraiment, quand j'écris un mail, j'ai envie de mettre un smiley qui sourit, tu vois, ou quand je suis genre, ouais, tu vois, enfin, pour moi, ça transmet les émotions, etc. Et donc, j'avais fait des mails comme ça, et avec les big boss de Hermès, parce que je bossais sur un projet qui était assez transverse, un peu secret, etc. Mais du coup, je mettais des emojis, et genre, je m'étais fait, mais allumer, tu vois, en mode, ouais, Guillaume, tu devrais faire vachement attention, mets pas d'emojis dans tes mails, nan. Et en fait, à la fin, la big boss à qui j'avais écrit, elle m'a dit, franchement, c'est vrai que tes mails, ils changent, mais t'inquiète, t'es comme ça, c'est ta personnalité, t'es souriante, t'es tout le temps comme ça, donc moi, ça me gêne pas, tu vois. Et en fait, c'était à ce moment-là où je m'étais dit, en fait, pourquoi est-ce que je devrais changer, tu vois. Genre, je suis comme ça, et les gens qui aiment pas, ils aiment pas, c'est pas grave, en fait. En gros... Autant être toi-même, et que ouais, ça plaise au monde que faire ouais, semblant. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est mieux, en gros, tu vois, sur 100 personnes, c'est mieux d'avoir 50 personnes qui t'adorent et 50 personnes qui te détestent que 100 personnes qui sont là, genre, tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, en business, je pense que c'est important. Okay. Et au moins, tu vois, les relations qu'on construit, parce on en a des utilisateurs, tu vois, qui nous disent ouais, les emojis, j'en peux plus, vous êtes des gamins, machin, grandissez, tout ça. En général, ils sont frustrés pour autre chose, tu vois. Peut-être qu'ils sont embrouillés avec leur mari ou leur femme, voilà. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais au final, c'est pas grave, tu vois. Les gens comme ça, moi, j'ai aucun mal à leur dire écoutez, franchement, je suis désolé que le service vous ait déçu, on vous rembourse. Je peux vous recommander des concurrents et j'ai pas du tout de problème. En général, ils restent, tu vois, et ils s'excusent. Mais en vrai, j'ai pas de problème avec ça parce que je préfère que tous les gens qui utilisent l'Emlist, tu vois, soient des gens qui aient ce même mindset en mode on fait du business, mais on a quand même envie d'être assez cool, d'avoir une approche beaucoup plus casuelle, etc. Que des gens, tu vois, qui se prennent trop au sérieux parce que ça y est, tu vois, ils ont mis leur première chemise et leur cravate, tu vois. C'est clair. Moi, c'est pas des gens avec qui j'ai envie de travailler, en fait. Si j'ai bien compris, du coup, tu as des journées vraiment très chargées. Déjà, on a eu du mal un petit peu à retrouver une date là, pour le podcast. Et puis justement, vu que tu es autant investi, forcément, tu fais énormément de choses. À quoi ressemble une journée dans la peau de Guillaume Moubèche ? 24 heures, ça donne quoi avec toi ? Ah, ça ressemble à pas grand-chose. Si, les trucs qui peuvent être assez communs, c'est le fait que je fasse pas mal de sport. Donc, je me suis un peu mis au triathlon. Donc, bon, là, il n'y a plus de piscine, mais sinon, je cours, vélo, etc. Donc ça, j'essaye d'en faire 5 fois par semaine. Donc, ah oui, quand même. Ouais, donc dans la semaine, il y a du sport qui est là. Et sinon, le reste, ça varie vraiment d'une semaine à l'autre. Que ce soit quand on recrute pas mal, des phases de grosses sessions de recrutement, donc où je vais faire beaucoup d'interviews toute la journée, etc. Soit aider les équipes à monter en compétences. J'aime bien recruter des gens qui sont assez juniors, surtout sur la partie business, parce que je sais, et je l'ai déjà vu avec des gens qu'on avait recrutés auparavant, que j'arriverai à les faire monter en compétences. Donc, j'aime bien passer du temps avec les équipes pour les aider, tu vois. Tu fais beaucoup de choses, c'est très polyvalent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très polyvalent. Et après, évidemment, de temps en temps, des calls sales, tu vois, là où j'ai un... Je passer par là. Voilà, où je suis obligé, du coup, de faire, sur des gros deals, être un peu plus présent. Parler avec les clients, les rencontrer. Et aussi, une partie que j'aime bien, c'est le networking. Donc, toujours rencontrer des gens différents, me forcer à aller interviewer, voir d'autres personnes, etc. Et donc, tu es encore très jeune, mais tu fais tellement de choses que j'imagine que tu as été par des phases, vu que tu t'es lancé dans beaucoup de choses, tu t'es entrepris, tu as pris des risques, tu as eu forcément des phases de doute. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Avec un peu de recul maintenant, qu'est-ce que tu changerais ? Qu'est-ce que tu retiendrais ? Qu'est-ce que tu te dis ? Ouais, le doute, en fait, c'est un truc qui arrive souvent. Et en fait, il y a deux choses, en gros, quand t'es CEO qui sont présents, je pense, c'est le doute et la solitude. Parce que quand il y a un truc qui va pas, en fait, c'est de ta faute.
Et quand il y a un truc qui va bien, bah, c'est grâce aux équipes, Ouais. tu vois. Et donc en vrai, tu vois, il y a un peu ce côté, je pense, qui est... En fait, tu vas t'y faire. Je pense que c'est un peu le truc. Genre, moi, c'est au final, au tout départ, quand on a fait les plus grosses conneries avec l'Emlist, qu'on avait des utilisateurs qui nous insultaient, notamment sur une fois, on avait changé totalement l'interface sans prévenir les gens. Bah en fait, t'apprends, tu vois. Mais je pense maintenant, tu vois, j'ai une vision où quand il y a des merdes qui arrivent, j'ai plus la même vision de panique en mode comment est-ce qu'on va faire, etc. et tout. Et j'ai vraiment changé de mindset où je me dis, dans tous les cas, on va trouver une solution en fait. C'est fait, il faut qu'on trouve une solution. Donc, et en fait, je trouve que quand tu changes un peu ta perspective de s'il y a un problème, tu vas trouver des solutions à s'il y a un problème, oh là là, c'est la fin du monde et tout. Mais en fait, tu es beaucoup moins stressé et globalement, ça va. Et je le vois en fait, c'est marrant parce que tu vois, dans les gens qui nous rejoignent, il y en a parfois, tu vois, qui font des conneries et c'est normal. Et moi, je les pousse à faire des conneries. Mais en fait, tu vois, je vois dans leur tête, tu sais, qu'ils se disent ah ça y est, c'est la fin, genre c'est horrible, nanana. Et tu vois, ça me fait sourire et je leur dis t'inquiète, déjà on a fait bien pire, donc relax et ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça, tu vois. Et rien, tu vois, pour moi n'est irréversible dans ce que tu fais en business. Tu vois, genre quand on avait changé l'interface, qu'il y avait des gens, pareil, idem, il y avait une fois, on avait eu, tu vois, des gros bugs ou des trucs comme ça. Juste le fait de dire ok, on est désolé. Voilà ce qui s'est passé exactement, transparent, et écrivez-moi genre si je peux vous aider pour X, Y, Z, enfin tu vois, t'essayes d'arranger les choses. Franchement, les gens ils le prennent super bien. Genre dans les plus gros bugs qu'on a eu, il y avait des gens, tu vois, après des excuses qu'on a faites, qui évidemment nous contactaient en mode on est tout cœur avec vous, pas de soucis, ça arrive, on a tous des galères, enfin tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pars du principe aussi maintenant que plus t'as de merde qui t'arrive, et genre, plus t'es bas, en fait, plus haut tu remonteras après, tu vois. Et ça, c'est un truc, que ce soit dans la vie pro ou perso. Donc, à chaque fois qu'il y a des merdes qui arrivent, en fait, maintenant, limite, je suis assez content. Genre, je me dis, c'est cool, tu vois. Genre, je sais que plus tard, il va y avoir des trucs positifs qui vont arriver, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui soit hyper drôle ou un peu tragique, justement, par rapport à tout ce qui t'est arrivé? La première qui te vient. Alors, je pense que le truc de l'interface, en vrai, c'est assez... parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où on mesurait le taux d'activation. C'est-à-dire, est-ce que les personnes arrivent à lancer des campagnes de prospection ou pas avec l'Emlist. Et je trouvais que le taux était vraiment bas par rapport au nombre de personnes qui créaient des comptes. Donc on a réfléchi et tout, et je me suis dit, ok, on va changer l'interface. Et là, tu vois, c'est vraiment genre le truc, totalement genre dans tous les livres d'entrepreneuriat, tous les articles que j'avais lus, genre c'est le truc qu'on te dit de pas faire, tu vois. Mais évidemment, tu vas le faire parce que tu te dis que tu es plus intelligent que tout le monde. Donc on s'était dit, bah ok, tu vois, on brainstorm entre associés, on va créer genre la meilleure plateforme, tout ça. On fait les tests entre nous, ça marche bien, c'est cool, trop bien, tu vois. Et là, on se dit, bah ok, on le lance, tu vois. Alors que tout le monde, tu vois, t'aurait dit, bah non, va parler à tes utilisateurs, montre-leur, prends tes power users, essaye de voir ce que ça fait, préviens-les qu'il va y avoir un changement, tout ça. Et là, on lance. Et je sais plus quand est-ce que... Je crois que Vianney ou François, il avait dû pusher assez tard le soir, tu vois. Donc la version était live, je crois, à 21h, 22h. Je regarde pas trop mon tel. Et en fait, comme on a majorité de clients aux États-Unis, pour eux, c'était en pleine après-midi, tu vois. Et le lendemain matin, je me réveille. Et là, genre, avalanche dans la communauté. Parce que j'avais laissé à l'époque la fonction de pouvoir poster sans que je valide les posts. Donc là, c'était vraiment open bar, tout le monde pouvait poster, etc. Ils se sont lâchés. Et là, putain, mais les gens se sont lâchés, ils nous ont insultés, genre je vous déteste, vous m'avez ruiné mes campagnes. Ah ouais, non, c'était horrible, tu vois. Et du coup, genre, là, on avait essayé en mode, oui, on l'a fait parce que certains utilisateurs ont demandé des changements, machin. Pour vous, en fait, hein. Ouais, c'était ça, tu vois. Et du coup, en vrai, il y en avait, ils étaient là, mais genre, enfin, tu vois, on se faisait vraiment insulter dans tous les sens. Et en fait, au final, j'ai passé du temps avec les gens qui se plaignaient le plus, tu vois, genre du coup, comme c'était sur Facebook, je les contactais sur Messenger. Et en fait, au final, tu vois, on a pris du temps avec mes associés pour comprendre genre tous les points négatifs qu'il y avait, etc. Et on a changé petit à petit tous les trucs. Et en fait, on a transformé genre des gros haters en vraiment des gens qui sont des super fans et qui ont refait des messages dans la communauté après pour nous dire... Hier, j'avais envie de tuer la team Lemlist. Aujourd'hui, genre, franchement, il n'y a plus aucun souci. Ils ont vachement géré. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi les compagnies qui iront loin. Nanana. Donc, ça fait toujours plaisir, tu vois. Donc, c'est un bon souvenir. Ouais, c'est quand même un bon souvenir. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des modèles qui t'ont inspiré, des gens connus ou des gens dans ton entourage qui t'ont inspiré à entreprendre et à te lancer? Alors, il y avait un mec que j'aime bien, que j'ai interviewé d'ailleurs dans notre communauté, c'est Rand Fishkin. Il a écrit un livre qui s'appelle Lost and Founder. Et c'est le genre de livre que j'aime bien parce que tu sais, ça raconte en fait toute l'aventure entrepreneuriale et il passe surtout sur toutes ces galères en fait.
Et quand tu lis, tu vois, genre les galères des gens, en fait, enfin, tu vois, t'es vraiment bien. Moi, Ça tu vois, rassure. ça me rassure, tu vois. Je dis, bon, je suis pas le seul, tu vois, qui rencontre ce genre de trucs, etc. Et après, un mec aussi que j'aime beaucoup, c'est Maxime Berthelot. Il était growth chez Buffer, tu sais, la plateforme social media. Et après, il avait monté Pixelme. Et maintenant, il a bougé. Mais en fait, j'aimais beaucoup. En fait, lui, il a tiré ça de Buffer, la culture un peu de la transparence. Donc, tu vois, parler de ses chiffres, parler de ce que tu fais, ce qui marche, tout ça. Et il l'appliquait vachement avec Pixelme. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré à la base, tu vois. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment ça m'a inspiré de ouf parce que c'est un peu ce que j'ai réappliqué sur l'Emlist par la suite, sur l'aspect vraiment transparence. En fait, on a beaucoup de clients aux États-Unis, donc on a un mindset qui est assez proche, tu vois, de la façon de fonctionner aux US. Et en fait, tu te rends compte que aux États-Unis, parler d'argent, il n'y a pas de problème. C'est Donc, pas tabou. non, mais c'est ça, quand quelqu'un, tu lui dis que ton business il fait plusieurs millions, il va être super intéressé, il va creuser, il va Il est content avoir. pour toi. Ouais, tu vois, il va être France, super content et tout. Mm. En France, tu as un business qui fait des millions, on se dit, oula, lui déjà, évasion fiscale, je sais pas ce qu'il a fait, qui c'est son père pour être arrivé là, mais clairement, il l'a pas fait tout seul, Mm. il a dû avoir de l'argent, de Très X. négatif, quoi. Ouais, tu vois, c'est super négatif. Et en fait, je me dis, il y a beaucoup de gens, en fait, c'est qu'on a tendance, tu vois, à avoir une mentalité, enfin, ou en tout cas, quelques personnes, à un petit pourcentage de haters qui vont ternir un peu tout un écosystème, alors qu'en vrai, je pense qu'en France, tu vois, on se pose tous les mêmes questions. Quand on était petit, tu vois, on se demandait tout le temps, c'est quoi le salaire que tu gagnes? Et c'est tes parents qui te disaient, non, on ne parle pas Ouais, ça d'argent, se dit c'est pas. pas, ou ça se dit pas, tu vois. Mais c'est con en vrai, parce qu'il y a un moment où tu arrives dans le Faudra en monde être du fier, en travail. plus. Bah ouais, c'est ça. Et puis tu as envie de savoir combien tu vaux, ce Mm. qu'il faut demander, Carrément. etc. Plus c'est opaque, plus tu te retrouves dans des situations biaisées où tu crées de la frustration pour les gens, tu vois. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc je me suis dit, bah, c'est mon business, je fais ce que je veux, je parle des métriques, je suis transparent. Une question un petit peu compliquée peut-être, mais quelle serait ta définition personnelle du mot avenir? Waouh. Ah, là, j'ai l'impression d'être face à ma copie de philo. Vous avez Décris 4 ta heures. version de l'avenir, ta vision de l'avenir. Ma vision de l'avenir. Ouais. Bah, franchement, je pense que je suis assez optimiste. Enfin, de base, je suis quelqu'un de très optimiste, mais je suis assez optimiste sur l'avenir, notamment sur toutes les nouvelles générations dont soit on fait partie, soit les générations là, qui sont en train de passer leur bac, etc. Mais en fait, j'ai quand même l'impression que les gens se rendent de plus en plus compte, tu vois, que c'est pas en attendant des choses des États ou des gouvernements qu'il y aura du changement. Et pour moi, c'est un peu la base en fait de l'entrepreneuriat, tu vois. Les choses changent pas, donc fais-les changer toi-même, tu vois. Et donc je pense qu'il y aura, et en tout cas, et c'est ce que j'espère, de plus en plus de personnes qui innoveront et qui voudront se lancer. Et ça, pour moi, c'est un peu ma vision de l'avenir, quoi. Du coup, tu crois que toi, tu peux changer les choses, enfin, c'est ce que tu veux. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Je pense que tout le monde peut changer les choses, en fait. À son échelle, à plus ou moins grande échelle, tu vois, mais tout le monde peut le faire et tout le monde peut faire quelque chose. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. T'as pas besoin de construire une boîte forcément avec 200 personnes pour être épanoui, hein. Tu peux être solo et faire ta boîte et être très bien, être à 2 ou 3 et être très bien. Mais en tout cas, faire des choses, je pense que c'est le plus important. Et comment tu fais pour rester positif justement? Avec par exemple, bon là en général dans la vie de tous les jours, mais là avec la situation actuelle, le coronavirus, comment on reste positif? Comment on croit encore en demain malgré tout ça? Bah, nous, du coup, le coronavirus, en fait, on n'a pas du tout été impacté. Donc, je pense que c'est l'avantage de certaines Déjà. solutions digitales, etc. Donc, de côté business, on va dire qu'on fait nos meilleurs mois. Enfin, on garde cette croissance exponentielle, donc on peut pas trop se plaindre. Donc, je pense que ça aide vachement pour C'est le sûr. côté positif. Ça rassure même. Ouais, ça rassure. Et après, je pense qu'en fait, si tu regardes un peu l'histoire, il y a toujours eu des crises, quoi. Il y a des crises et des après-crises. Et en fait, tout reprend, tu vois. Même quand il y avait eu la plus grosse crise mondiale, et que les bourses étaient totalement... voilà, enfin, c'était une grosse crise économique. Au final, c'est reparti. Ça peut pas s'arrêter comme ça, tu vois. Sauf si on décide de quitter le modèle capitaliste. Mais ça, je doute que ça arrive du jour au lendemain, tu vois. Si je comprends bien, en fait, tu te sers énormément du passé pour te rassurer sur l'avenir, j'ai l'impression. Non, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, Tu c'est dis vrai. c'est déjà arrivé, donc ça va se reproduire, c'est un cycle. Et Ouais, puis c'est ça. va Bah, aller, c'est on fera toujours avec. des cycles, hein. La Mm. mode, c'est un cycle. C'est vrai. On répète l'histoire, tu vois, peut-être de façon différente, mais ça se répète, c'est sûr. Ok. Et tu te vois où dans 10 ans? Ah, ça, c'est Question d'entretien question aussi. d'entretien, là, ça y est, j'ai l'impression, est-ce que je vais être recruté ou pas? Sûrement en train de monter un business, je ne sais pas encore lequel. Je pense que Donc l'Emlist. Ah, l'Emlist,
L'Emlist, dans 10 ans, je pense que ça sera une toute autre boîte. Je suis pas sûr qu'on sera encore dessus. Ah ouais. Ça sera... 10 ans, c'est long, hein. Tu vois, ça fait déjà 3 ans. On grossit très vite. Il y a potentiellement des opportunités, soit de rachat, etc., qui arrivent de plus en plus. Donc, à voir. Mais non, dans 10 ans, si en fait on continue à s'éclater sur l'Emlist, pourquoi pas, tu vois. Mais après, je pense qu'il y a aussi des cycles dans ce que tu fais et ce que tu as envie de faire. Je sais qu'au fond de moi, il y a des sujets qui me préoccupent un petit peu plus, soit l'aspect égalité des chances, plus social ou même plutôt environnement, énergie, tout ça. Donc, à voir si un jour je fais la transition ou pas. Mais ouais, dans l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. Donc tes projets pour l'avenir, ce serait dans ces domaines-là, comme tu disais. Ouais, en tout cas, continuer à faire des choses qui me plaisent, tu vois. Genre, je pense qu'on peut avoir plein de vies. Tu vois, j'ai fait de la chimie avec des sciences, j'ai bossé, j'ai monté une boîte plutôt t-shirt, donc ça n'avait rien à voir. Ouais. Là, du B2B, je pense que plus tard, il y a plein de choses qui peuvent, plein d'opportunités. Et ouais, je suis pas fermé, vraiment, c'est ça. Donc ça se trouve, dans 10 ans, tu seras complètement ailleurs, dans un autre pays, tu sais pas. Dans une ferme. Donc justement, j'ai la dernière question, et après on te laisse tranquille. Donc nous, on a créé ce podcast dans le but d'inspirer les gens à croire encore en demain, donc justement en leur présentant des personnes comme ça qui ont une vision de l'avenir particulière. Si tu pouvais leur donner un conseil à ces gens qui veulent se lancer, entreprendre, quelle est la citation ou la devise qui se motive, toi en tout cas, au quotidien? Ah ouais, genre il y a une citation en fait qui me motive vraiment, parce que ça va un petit peu avec mon état d'esprit, mais c'est genre... tu rates tous les shoots que tu ne prends pas, tu vois. Donc au basket, shooter, c'est tirer, quoi. Donc tu rates tous les tirs que tu ne prends pas. Okay. Et ça, pour moi, c'est un vrai truc parce que je pense qu'on a un petit peu, avant de se lancer, on a ce côté un peu lapin dans les phares qui est immobilisé, tu vois. C'est-à-dire que même si on connaît plein de choses, même si on sait courir vite, mais en fait, on est pétrifié par la peur de se lancer et par la peur de faire des erreurs et de faire des choses, tu vois. Et en fait, l'entrepreneuriat, au final, ce qui fait qu'une boîte, elle fonctionne ou pas, c'est l'exécution. Donc, ça ne passera que par des petites actions que tu vas faire, des erreurs que tu vas faire ou autres, mais il faut les faire, tu vois. Et il n'y a pas le choix. Et ça, c'est clé pour moi. Et je pense que beaucoup trop d'entrepreneurs que je vois ont passé des mois et des mois à parler, à faire un business plan. C'est le premier truc que je vois. Genre, il y a des gens, ils me disent ça, quoi. Ils me disent... ouais, du coup, là, ça fait 2 semaines que je bosse sur mon business plan, machin. Et dans ma tête, je suis là, mais déjà, ton business, il ressemblera jamais à ton business plan. Arrête de faire ça, fais-toi un site internet, essaye de vendre. En 1 semaine, tu vois, tu es censé avoir des clients. Ou au moins des gens qui te disent, ouais, ok, je suis intéressé. Si t'as pas ça, bah arrête, tu vois, ou genre change, ou tu vois, modifie ton idée, ou teste, ou continue à essayer de pousser, mais il faut que tu fasses quelque chose. Parce que les trucs trop théoriques, au final... ça te rapportera jamais. Donc tu diras aux gens de se lancer et on verra après un peu. Ouais, exactement. Ok. C'est ça. Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à toi. Je te remercie d'avoir aussi accepté du coup d'être sur ce podcast et puis à bientôt. C'était très cool. À bientôt. Salut. Ciao. Salut. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope. Une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les informations concernant Guillaume et sa société directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez bien entendu nous écrire sur podcast@telescope.com. À très vite.